Nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. On évolue, on construit cet état de perfection sans le savoir pour l'instant, parce que cette prise de conscience va venir dans l'humanité. Évidemment, à un certain moment de l'évolution de la conscience humaine, la question du sens de ce que nous faisons sur cette planète, de ce que l'humanité fait, de son sens global. Donc, évidemment, il faut déjà passer par l'étape de l'universalisation de la pensée, de comprendre que nous sommes une entité pleine, une identité particulière. Ça ne fait pas de nous une espèce supérieure, ça fait de nous une espèce différente qui apporte quelque chose de différent à la création de l'univers, à la création de la vie, à la création de la conscience et de l'esprit. Donc, cette prise de conscience, elle est pour bientôt, à mon sens, parce que on est déjà dans la position de nous ressentir comme appartenant à l'humanité. Nous commençons à intégrer l'idée d'universalité, l'idée d'appartenir avant tout à l'espèce humaine. C'est tout nouveau. Dans l'histoire de notre évolution, nous avons été d'abord les appartenances claniques, les appartenances au clan familial, puis au petit groupe, à la petite troupe d'humains qui s'est composée, puis à la tribu, puis à la cité, puis au pays, puis à la nation, puis maintenant au concert de nations. Voilà, c'est une évolution vers l'appartenance universelle. Et quoi qu'il arrive, on ira vers cette appartenance universelle. Même si ça doit prendre encore 2, 3, 4, 10 décennies, un siècle, peu importe. À un certain moment, l'humanité passera comme secondaire les autres appartenances, les appartenances qui servent à nous sentir un peu protégés. C'est pour ça qu'il y a ce retour vers le nationalisme, vers le communautarisme, parce que l'évolution vers l'universel inquiète pour beaucoup d'états d'esprit. C'est quelque chose qui peut déstabiliser l'homme. Et donc, dans ces moments où l'humanité va vers une globalité plus grande, eh bien, il y a une réaction identitaire qui veut préserver des appartenances qui, pour moi, sont secondaires. Voilà. L'appartenance majeure, c'est l'appartenance à l'humanité. Voilà. Nous appartenons à l'humanité, nous travaillons pour l'humanité, tout ce que nous faisons revient à l'humanité, même en croyant travailler pour soi-même, pour son petit clan, pour sa tribu, pour son village, pour sa nation, on travaille en réalité pour l'humanité. Ceux qui pensaient travailler pour le clan il y a 10 ou 15 000 ans, ben, en fait, ils ont travaillé pour l'évolution de l'humanité. Ce qu'ils ont fait est resté et est venu enrichir l'évolution de l'humanité. Soit par les enfants qu'ils ont faits, soit par les inventions qu'ils ont créées, soit par les
les pierres qu'ils ont, les menhirs qu'ils ont élevés, etc. Peu importe, tout ça a servi à l'humanité, parce que ça sert aujourd'hui à des hommes d'analyser notre histoire, de comprendre notre histoire, de savoir d'où nous venons, etc. D'autres ont sophistiqué notre résistance, notre adaptation à tous les milieux. Certains se sont adaptés aux glaces de l'Antarctique, d'autres au désert du Rub al-Khali, d'autres, etc., etc. Voilà, et donc tous ces êtres humains, chaque être humain, a travaillé pour l'humanité, et travaille pour l'humanité en réalité. Voilà. Alors, là, je voulais réfléchir sur l'idée de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et donc, on va essayer de le prendre à travers la science, à travers une émission de France Inter que je n'ai pas écoutée, donc je vais la découvrir en même temps. J'ai tapé Big Bang dans la barre de recherche et ça m'a donné cette émission. Donc je ne sais pas du tout de quoi elle parle, mais c'est la phrase, c'est « Que s'est-il passé avant le Big Bang ?» Voilà. Les cosmologistes et astrophysiciens cherchent et proposent différentes théories qui pourraient répondre aux questions sur l'avant-Big Bang. Voilà. Et c'est avec Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, et physicien, théoricien au CNRS. Donc, je vais lancer cet audio et je vais mettre mon grain de sel. Voilà, je vais essayer de commenter, puis surtout essayer d'éclairer la théorie que je développe et qui essaie de démontrer qu'avant le Big Bang, eh ben, c'est ce que les religions appellent le divin. C'est cette chose-là qui a créé cet univers, qui a mis en œuvre cet univers, cette chose immatérielle, peut-être qui est constituée d'une chose dont on ne peut même pas imaginer, parce que nous pouvons comprendre les choses qu'à travers la création, qu'à travers les phénomènes, qu'à travers les résultats, la matière en somme. Et là, c'est quelque chose qui est hors de notre champ de capacité à comprendre. Mais l'humanité comprendra ce qu'il y avait avant le Big Bang, comprendra ce que nous appelons le divin. Et pour moi, cette puissance créatrice d'univers, celle qui a mis en œuvre cet univers, elle a une essence. Et cette essence est en lien avec l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est, selon moi, l'extase, la sagesse, le bonheur absolu, l'amour absolu. Eh bien, le principe créateur à l'origine de l'univers est l'essence de l'amour, en somme. C'est l'essence immatérielle de ce que nous appelons l'amour. L'amour incarné, l'amour ou l'extase que nous pouvons vivre et ressentir, eh bien, c'est l'incarnation de ce mécanisme qui a mis en œuvre l'univers et qui a donc mis en œuvre tout le processus qui, de l'univers, finit par donner la naissance de la vie à un certain moment, cette vie qui évolue et qui arrive dans son évolution à faire émerger l'espèce humaine, et cette espèce humaine se met en évolution jusqu'à atteindre son ultime perfection qui est l'extase. Et donc il y a un lien entre le principe créateur à l'origine de l'univers et l'extase incarnée par l'être humain, mais pas que par l'être humain. Je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net où
je démontre que cet état a déjà été atteint, par exemple, par les baleines, l'état d'extase. Voilà, donc je lance la vidéo et puis je digresse. Allons-y. Alors, l'émission, c'est La Tête au carré. Émission de France Inter. Mais que s'est-il donc passé avant le Big Bang? La science est-elle capable de se prononcer sur cette question qui semble totalement surréaliste? Mais pourtant, rien n'empêche les scientifiques d'imaginer de nouvelles théories pour tenter d'établir un scénario avant les premiers instants de l'univers, ce moment où les lois de la physique ne sont plus applicables. Alors, c'est intéressant parce que donc la science se pose quand même cette question. Donc, elle travaille. Si vous avez suivi les vidéos précédentes qui travaillaient qui commentaient une émission de France Culture avec philosophie consacrée à la métaphysique. Donc, si la science se pose la question de qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, elle se pose une question métaphysique en réalité. Parce que pour l'instant, on ne peut pas répondre et c'est quelque chose d'immatériel. C'est l'espace consacré au divin. C'est l'espace que les religions consacrent au divin. Et donc, c'est important de le signaler. Invité Jean-Philippe Uzan, nous allons nous pencher sur cette préhistoire du Big Bang pour réfléchir aux phénomènes qui auraient pu avoir lieu avant que l'univers n'existe. Une discussion ambitieuse au regard des limites qui sont celles de la physique dans ce domaine. C'est donc le sujet de l'émission avec vos questions, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. On sera également dans l'espace à la une de la science avec vous et avec le télescope Gaïa et son incroyable moisson de données collectées sur notre galaxie. Oui, son nom est moins fameux que celui de Hubble. Pourtant, c'est la nouvelle coqueluche des astrophysiciens. Le télescope Gaïa, lancé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, est tout bonnement en train de révolutionner la compréhension de notre Voie lactée. Et l'annonce de la publication de ces toutes dernières observations, c'est simple, ça a mis la science en ébullition. Allons bon. Oui, et nous allons nous plonger dans la Voie lactée avec Alexandra Rico Blanco de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons comme tous les mardis le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec ce soir un documentaire consacré au site de Petra en Jordanie. C'est Étienne Bertin qui réalise l'émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique. Trop de bruit pour un autiste. Désolé, mais... Bonjour Jean-Philippe Uzan. Bonjour Mathieu Vidard, bonjour à tous. Est-il bien raisonnable de discuter sur l'avant Big Bang au micro de la tête au carré cet après-midi? Non, il n'est pas raisonnable. C'est pour ça que je suis venu le 1er mai, parce que comme le président, j'ai décidé aussi de travailler. Les astrophysiciens travaillent tous les jours de l'année. On travaille, comme tout le monde, on prend des vacances, mais je pense que réfléchir aussi n'a pas de limite temporelle. C'est aussi l'acte de recherche. C'est quelque chose qui est beaucoup moins structuré, en fait, qui parfois vous laisse debout la nuit ou vous fait travailler les week-ends, et puis parfois vous laisse rêver pendant des journées qui devraient être travaillées. Voilà, c'est un petit peu, on est au rythme de notre créativité aussi. Il faudrait quasiment une vie pour réfléchir à ça. Et ce rythme, il devrait être offert à chaque être humain, en fait. Voilà. Il n'y a pas de raison de... C'est le bon rythme de la création. Travailler, quelque chose nous pousse, il y a des moments d'exaltation, on a envie de beaucoup travailler, des moments où on a envie de s'enrichir, des moments, etc. Ça devrait être offert à chaque être humain. Et je pense que le travail évoluera jusqu'à cette dimension dans pas très longtemps. On permettra à chaque être humain, voilà, il saura qu'il a une partie à donner au travail pour l'humanité, de n'importe quoi, celui qui travaille dans, je sais pas, dans une usine, dans quelque chose, eh bien, il aura le choix d'y aller. On acceptera de le prendre pour un adulte, pas pour un enfant qu'on contraint et à qui on dit il faut que tu fasses, que tu arrives à 8 heures, que tu pointes, etc., qu'on surveille, qu'on infantilise en réalité. Et alors que l'homme n'a pas du tout besoin de ça. Si on lui fait confiance, si on développe l'idée de la responsabilité et de la confiance, eh bien, les êtres humains iront travailler
voilà, en fonction de leur état d'âme, de leur état d'esprit, mais ils participeront tous, même si, voilà, et puis le système, l'humain est capable de ça, complètement. Et j'espère que ça se fera assez rapidement. Question de l'avant Big Bang, non? Non, il en faut plus qu'une. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Non, il faut... Cette question, elle est intéressante et je pense qu'elle dit beaucoup de choses sur nos attentes par rapport à la science. C'est intéressant parce qu'il y a le travail que font les chercheurs dans leur laboratoire en résolvant des équations, en faisant des expériences, des observations. On vient de parler de Gaïa et ça, c'est important. Ouais. Et souvent, je le rappelle, la cosmologie, ça commence ici, aujourd'hui. Nous sommes ici, aujourd'hui. Nous observons l'univers depuis ici et aujourd'hui. Et notre ambition, c'est d'essayer de comprendre l'histoire, la géographie de cet univers, de remonter dans sa plus tendre enfance et peut-être de se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait un avant. Alors cette question, elle peut paraître absurde. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de cette cosmologie, ça peut exciter la fascination, le dégoût, voire... Mais cette question peut paraître absurde? Comment cette question peut paraître absurde? Ça paraît incroyable qu'on puisse... oh mon Dieu, bon. Qu'on puisse la penser absurde. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Qu'est-ce qui, en fait, comment est-ce que ce Big Bang a pu se créer tout seul, tout simplement? Est-ce que ce mécanisme est-ce que cet univers a pu se mettre en œuvre tout seul? C'est même absurde de ne pas se poser cette question. Pour moi, c'est quelque chose d'irrationnel, quoi, de pouvoir imaginer que la création s'est faite comme ça, s'est organisée avec quelques lois qu'on n'arrive même pas à déchiffrer, dont l'intelligence est tellement... dont la façon dont le monde dont l'univers s'est mis en œuvre est tellement pointue qu'il est impossible la création est tellement pointue qu'il est impossible de pouvoir imaginer qu'elle se soit faite de façon spontanée. C'est impossible. La création est forcément l'œuvre d'une intelligence qui est naturellement plus intelligente que la somme des intelligences de l'humanité. C'est donc déjà énorme, parce que le nombre de chercheurs qui cherchent à comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi l'univers s'est mis en œuvre, pourquoi cet univers s'est enclenché, eh bien, c'est naturel de se poser cette question et d'essayer d'y répondre. L'être humain ne pourra pas faire autrement que de chercher indéfiniment jusqu'à répondre à cette question. Qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers? Et donc, selon moi, c'est ce que nous appelons le divin. Les religions ont raison d'avoir appelé Dieu, d'avoir imaginé l'idée d'un Dieu créateur de l'univers. Le ridicule, on va essayer de ne pas tomber dans cette troisième catégorie aujourd'hui. Bon. Ce sera notre point zéro de la discussion dans quelques minutes, et avec les auditeurs qui auront certainement aussi des questions à vous poser, à la fois sur le Big Bang, parce qu'on va revenir aussi un petit peu sur les fondamentaux, et puis ce qui a pu se passer avant franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous retrouver. Voilà, donc je vais arrêter là cette vidéo. Et de la science, le télescope Gaïa et ses incroyables observations. Voilà, je vais arrêter là. Et pour cette première vidéo, et je vous dis à très bientôt. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'importance et d'intérêt à essayer de comprendre d'où nous venons et où nous allons, surtout, parce que c'est surtout ça, c'est surtout à cette question-là que le site Mécanique Universelle essaye de répondre. Donc, si vous pensez qu'il y a du sens à cela, vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis,
de l'espace vidéo comme de l'espace du site mécaniqueuniverselle.net, vu qu'il y a toujours le lien en dessous pour aller le visiter. Vous pouvez établir des liens avec d'autres sites relatifs à la pensée, à la philosophie, à la religion, à la spiritualité. Et vous pouvez participer aussi à la visibilité de ce site. Si vous avez des compétences techniques ou des compétences philosophiques, vous êtes les bienvenus. Voilà, il y aura toujours moyen de travailler ensemble. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit message et on en discute. Merci en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt.